Ce 28e colloque du réseau pour la psychanalyse à l'hôpital, que nous avons intitulé « Quel avenir pour la psychanalyse ?» Je commencerai cette ouverture en expliquant pourquoi cette journée et cette thématique sont particulières. D'abord, il s'agit du 3e et dernier colloque d'un cycle portant sur la clinique psychanalytique contemporaine. Le premier, qui s'est déroulé en avril 2014, était axé sur la technique en clinique psychanalytique. Le deuxième, quant à lui, a eu lieu en novembre 2014 et interrogeait les effets de cette technique. Je vous propose de revenir brièvement sur le contenu de ces deux précédents événements pour situer davantage le propos d'aujourd'hui. Lors du premier colloque, nous avions précisé les enjeux de la psychanalyse en décrivant le rapport étroit qui existe entre, d'une part, le champ opératoire offert par le transfert, d'autre part, l'inhérente créativité du clinicien, et enfin, notre clinique quotidienne. En reprenant finement les travaux de Freud et de Lacan notamment, nous avions décrit les techniques dans leurs évolutions épistémologiques et pratiques, et nous avions dressé l'éventail des pratiques actuelles dont certaines sont développées par Fernando de Amorim. Les interventions revenaient sur les concepts de résistance, sur les enjeux économiques de la cure, sur la place du délire dans le fonctionnement du sujet, sur la règle fondamentale et sur la technique de la suspension de séance. Nous interrogions dès lors la technique et la psychanalyse à partir de la clinique. Technicité adaptée, mais jamais totalement différente des premières conceptualisations. Le deuxième colloque, quant à lui, reprenait ces fondements techniques qui, comme des bases freudiennes et lacaniennes essentielles, permettaient de ne pas perdre le nord. À ce propos, nous avions développé ce champ opératoire qui, accompagné de paroles bien dites, peut avoir des conséquences sur le sujet à différents niveaux. À la fois sur le rapport du sujet à son désir, sur la traversée des tempêtes de son existence, mais aussi plus généralement pour l'être parlant et pour la cité. Beaucoup de cas cliniques développés ce jour-là nous ont montré que des cures bien dirigées, avec rigueur et avec soin, sans jamais perdre de vue la destination, pouvaient permettre les mouvements du sujet, son avancée, illustrée et tracée par la cartographie. Et si nous terminions alors ce dernier colloque en précisant que les manifestations de la clinique sont des éléments essentiels au psychanalyste pour penser sa pratique et ses conséquences, nous parlions donc d'ores et déjà des effets de la psychanalyse sur la cité. C'est aussi là que se situe la particularité de ce troisième colloque et qui en fait sa spécificité. Quel avenir pour la psychanalyse ? Ce titre s'entend comme une question fondamentale, qui, loin d'être anodine, est en fait un carrefour au centre de plusieurs enjeux. D'abord, il s'agira de questionner la transmission de la psychanalyse, son enseignement. Car même si Jacques Lacan nous invite à réinventer et à créer continuellement pour s'assurer d'une clinique vivante, d'une psychanalyse en mouvement, il ne s'agit pas de nier tout l'héritage des anciens et des aînés, mais bien de leur donner une place dans l'actuel en considérant les formalités contemporaines. Comment former les cliniciens et quelle est la place de la psychanalyse dans les institutions universitaires aujourd'hui ? Ensuite, le thème qui nous réunit aujourd'hui nécessite de faire un état des lieux de l'actualité, vive, brûlante, animée par la haine et la destruction. À l'heure où les classifications telles que le DSM-5, de la même façon que les thérapies cognitives et comportementales, œuvrent avec passion pour encourager les mouvements économistes et statistiques, ce sujet tombe à pic. En tentant de rayer d'un trait toute la dimension subjective, en niant l'importance de la parole et en mettant, un peu facilement, à distance l'inconscient et le désir, elles mettent à mal la politique humaniste de notre pensée. Les remises en question de l'efficacité de la psychanalyse sont croissantes, surtout par ceux qui ne la connaissent pas. Freud nous indiquait déjà dans son œuvre, d'une part la nécessaire prudence du psychanalyste face à la cité, porteuse elle-même de résistance, et d'autre part, parce que la position du psychanalyste éveille comme attaque et comme critique inhérente à sa fonction. Ne sommes-nous pas toujours dans ce rapport aujourd'hui ? Comment défendons-nous notre visée humaniste et politique ? De plus, il s'agit de questionner l'effective place de la psychanalyse dans le corps social et sa disponibilité pour les patients, les malades et les psychanalysants, c'est un ordre différent, les malades, les patients et les psychanalysants, désireux d'entreprendre un voyage au long cours, à la quête de leur désir, de leur existence,
À la lumière de l'identité psychanalytique actuelle, comment imaginer celle de demain? En effet, si la notion d'avenir questionne la continuité de la psychanalyse, sa survivance, son évolution et ses projets, dans une perspective que l'on pourrait considérer comme évolutionniste, elle interroge aussi sur ce qu'il y a à venir, et donc sur la manière que nous pouvons avoir aujourd'hui de porter la psychanalyse et de la défendre envers et contre tout. Avant d'ouvrir le débat, il faut rajouter que ce thème a pris naissance dans notre désir au RPH de vous parler de notre clinique quotidienne. Exactement comme les malades, les patients et les psychanalysants que nous recevons nous montrent l'importance de la question qui organise ce colloque et qui va déterminer les interventions à venir. Or, si nous voulons prendre soin de la psychanalyse, portée par notre désir de développer une technique psychanalytique contemporaine rigoureuse, précise et responsable, il faut mettre en parole son actualité et ses perspectives. En effet, c'est à nous de conduire la psychanalyse à bon port, chargée du courage que portaient déjà ceux qui l'ont créée, comme Freud et Lacan, face aux configurations sociales, politiques, économiques et culturelles, face à l'aide qui ne veut pas savoir. Pour terminer, j'aimerais vous faire part de ma propre expérience avec et pour la psychanalyse. Effectivement, avant même de sortir des rangs universitaires, d'aucuns peuvent se rendre compte que la formation des facultés, en ce qui concerne la clinique, est secondaire et insuffisante. En arrivant sur les lieux de stage, puis ensuite dans l'univers réel et professionnel de la clinique, l'écart entre ce que l'on a appris et ce à quoi on est confronté peut paraître dantesque. Pendant 5 ans, j'ai appris des théories, des concepts, des évolutions, des auteurs, des grands titres, mais la clinique ne m'a été que peu représentée, gardée soigneusement à distance parce que j'étais trop jeune, pas diplômé, pas assez savant. En d'autres mots, mon ego n'était pas assez gros, il fallait encore et encore le gonfler. C'est face à ce sentiment d'être dans la contradiction la plus totale avec ce que recommande l'usage de la psychanalyse que j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher autre chose dans un ailleurs du monde aliéné des universités. Ma cure personnelle m'a d'abord permis de me confronter à moi-même et de me distancier de schémas cliniques trop bien conçus. Je me suis découvert moi-même et j'ai compris qu'il s'agissait là du meilleur des terrains cliniques. Ensuite, voyant avec quelle rigueur et précision ma cure était menée, mon désir de me former à la psychanalyse n'a cessé d'augmenter et s'est encore davantage révélé à moi. Je suis donc arrivé au RPH, car en cherchant un lieu où l'on parlait et enseignait la psychanalyse, c'est l'une des seules écoles qui ne séparait pas le nécessaire apprentissage théorique d'une clinique vivante, accessible et ouverte à tous. On m'a fait confiance et j'ai commencé à recevoir, à la consultation publique de psychanalyse, des patients et des psychanalysants. J'ai pu compter sur les supervisions, les groupes d'études, les séminaires, et j'ai compris que ce qui comptait, c'était de parler, de dire, de penser, de partager son vécu clinique. En rencontrant les autres cliniciens du RPH, je ne vous cache pas que j'ai été un peu étonné de ne pas trouver que des vieux croulants endormis, comme on peut souvent le voir ailleurs. Moi qui pensais que la psychanalyse était réservée aux vieux sachants. J'aurais donc appris une chose qu'il me faut vous partager. C'est que la psychanalyse peut être l'affaire de tout le monde, aussi jeune soit-il, du moment qu'il y a du désir, un bon désir. J'ouvre donc ce colloque avec le sentiment que c'est aussi à moi-même de participer à la construction de la psychanalyse de demain, peut-être plus que ces vieux croulants endormis qui m'ont donné à voir une clinique lente, pauvre et désespérée, qui gardent précieusement leur psychanalyse dans leur poche. Je vais donc laisser la parole à Jean-Baptiste Le Gouy, avec l'idée que poser le problème de l'avenir, c'est parler à la fois des choses qui sont à venir, du devenir et du futur, mais c'est aussi évoquer la postérité, au sens figuré, et la nécessaire transmission. C'est aussi considérer que l'avenir ne peut advenir que sur la base de l'actuel et sur notre force mobilisatrice, sur notre force de mouvement et notre désir de continuer à construire là où d'autres veulent détruire. Peut-être l'avenir est-il déterminé par notre désir, celui de continuer pour l'intérêt de la clinique et parce que nous croyons en ce que nous faisons et en cet avenir de la psychanalyste, vaste thématique abordée aujourd'hui, dans la continuité de nos questionnements sur la clinique psychanalytique contemporaine. Merci, bonne journée.